question suivante. J'ai sollicité Monsieur Serge Philippon, qui est cadre de santé retraité, je crois. Oui. Voilà, retraité, mais on n'est jamais en retraite, et qui travaille pour l'association GFERS à Paris, qui en fait est une association de formation. Hein, donc vous avez peut-être avec Monsieur Walter Asselin, si vous connaissez, en tout cas, et Michel Dupuis. Et Serge Philippon a beaucoup travaillé sur accompagner le refus de soins en EHPAD. Et je pense qu'avant de parler de soins palliatifs, quand on a décidé de travailler autour de la relation de soins, je pense que la notion de refus, elle est essentielle pour réfléchir à cette relation. Donc je tiens à remercier vraiment Émeraude de m'avoir invité. Je suis toujours très surpris d'être invité parce que modestement, eh bien, effectivement, je fais partie de ces soignants qui ont œuvré au quotidien, je dirais, voilà, avec les moyens qu'on peut avoir par moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, me retrouver devant vous, eh bien, c'est quelque part une surprise pour moi à chaque fois que j'interviens. Et je vous en remercie, bien évidemment. Alors, c'est vrai que ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé, réfléchi autour de cette notion de refus de soins, parce que qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que ce refus de soins est très présent dans les EHPAD, de plus en plus présent même. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que beaucoup de refus de soins ne sont pas véritablement mis en avant dans les réflexions au niveau des équipes. Et plus ça va, et plus je m'aperçois que j'ai malheureusement un peu raison. Pas plus tard que lundi, j'étais en formation avec une équipe d'aides-soignantes en EHPAD. Et puis je leur demandais, mais donnez-moi un exemple de refus de soins. Ben, elles n'en trouvaient pas. Et puis dans la discussion, on s'est aperçu que elles en avaient plein. Et donc c'était un peu inquiétant. Bien, donc effectivement cette notion de refus de soins, j'ai voulu mettre l'accent sur l'idée que c'était à la fois une responsabilité individuelle en tant que soignant, mais aussi une responsabilité collective. Et dans l'idée, effectivement, de déterminer ce que j'appelle moi un juste soin que j'ai effectivement travaillé il y a quelques années et qui a donné l'occasion d'un livre qui s'appelle Le Juste Soin, et qui permet d'essayer de comprendre, analyser un peu les choses et de trouver la bonne posture en tant que soignant. Alors, la première chose quand on parle des personnes âgées, c'est cette question-là. Pour qui et pourquoi la parole du résident importe-t-elle? Finalement, on s'aperçoit, et depuis des années, qu'il y a une certaine infantilisation de ces résidents par leur famille parfois, souvent même, et puis parfois par les professionnels aussi, mais pour des raisons que l'on connaît, que je n'ai pas le temps d'exposer aujourd'hui, mais forcément il va falloir se poser cette question-là profondément, parce que la première chose qu'il faut retenir, c'est de se dire que le refus de soins est une parole et non un problème. Certes, ça nous pose problème, mais ce n'est pas le problème. D'accord? Donc, cette phrase-là, je vous allez l'entendre plusieurs fois pendant mon intervention, mais ça paraît comme ça quelque chose de simple, mais effectivement, bien souvent, les soignants, ce que je constate, c'est qu'ils vont mettre ça comme un problème. Et donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec ça. Alors, cette parole, effectivement, elle s'inscrit dans un espace-temps particulier de sa vie. Je vais juste vous raconter une petite histoire. L'histoire de Madame Burzine. Alors, tout le monde s'appelle Madame Burzine chez moi, hein, voilà, comme ça tout le monde est d'accord. Mais cette dame, elle présente véritablement une démence Alzheimer avancée. Plus beaucoup de langage, elle a des troubles cognitifs importants, elle a tendance à déambuler, et puis elle fait des chutes. Voilà. Et puis un jour, elle fait une chute. Elle fait une chute, et il y a une douleur qui apparaît. Et il n'y a pas de rétrécissement qui ferait penser à une fracture du col du fémur, rien. Mais il y a une douleur qui est là. Alors le médecin dit, oh ben, faut qu'on sache ce que c'est que cette douleur-là, donc on va l'envoyer passer une radiologie. D'accord? Et puis cette radio, ben, c'est à 30 km de chez nous, de l'EHPAD. Et donc, pour qu'elle puisse passer son examen, eh bien, il faut une ambulance.
l'ambulance vient pour venir chercher cette dame. Et puis, la dame, qui, je vous rappelle, ne parle presque plus. Et quand elle voit les ambulanciers avec le brancard, elle dit « pas l'hôpital ». C'est un refus, clair, net et précis. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce refus? Que fait-on? Comment on réagit par rapport à ça, hein? C'est-à-dire que quelle parole, hein, quelle importance on donne à cette parole-là? Ça, c'est une première question. Hein. Soit elle part, mais on sait qu'elle va partir en étant mise sur le brancard de force, puisqu'elle est opposante, hein, je vous rappelle, elle déambule, elle a quand même une capacité physique. Soit elle reste et on met en place un autre accompagnement. C'est un élément important, c'est-à-dire c'est pas parce qu'elle reste qu'on fait rien. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve autre chose. Donc ça, c'est cette histoire-là, et on la retrouve, j'imagine pour vous, c'est pas quelque chose de rare et d'exceptionnel, ces réactions de résidents. Alors, quand on dit un espace-temps particulier, je me référais à un livre d'Yves Cusset. Yves Cusset est un philosophe qui s'est beaucoup intéressé aux soins palliatifs, notamment, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les mortels et les mourants, petite philosophie de la fin de vie ». Qu'est-ce qu'il nous dit en préambule? Quelque chose qui semble important. Avant, en gros, on vivait et on mourait relativement rapidement. C'est-à-dire que, voilà, on vit, on meurt, et du fait des pathologies qui, à l'époque, faisaient mourir beaucoup plus tôt, l'espérance de vie est beaucoup plus courte, et voilà. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, on vit, mais il y a une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'avant de mourir, eh bien, on finit sa vie. Dans les EHPAD, les gens sont là pour finir leur vie. Et on finit par mourir. Tout à l'heure, M. Thomas, il a dit on meurt tous. Oui, on meurt tous, ça c'est évident, on finit par mourir. Mais il y a une étape au niveau des EHPAD qui est un peu particulière et qui est même à domicile, c'est qu'il y a une période un petit peu comme ça, comme si il fallait faire un travail et qui nous permet de finir notre vie. Et dans cet espace-là, effectivement, la question c'est se dire qu'est-ce qui est audible, entendable pour les mortels. Et quand je mets dans les mortels, c'est aussi bien les soignants que les proches. Qu'est-ce qu'ils sont capables d'entendre de ce que peut dire le résident ou la personne à domicile, c'est pareil, cette personne âgée qui vieillit et qui est de plus en plus dépendante. Et qu'est-ce qu'il est capable d'entendre? Je me rappelle d'une situation d'une dame qui... Ah, j'ai beaucoup d'histoires, hein, je suis désolé, mais voilà, j'ai 37 ans aussi d'expérience, mais on emmagasine des histoires. Et notamment cette dame qui... très avancée aussi dans sa démence et qui, à longueur de journée, très souvent, dit « allô, allô, allô ». Et la fille n'en peut plus, quoi. La fille n'en peut plus parce que elle trouve que c'est trop douloureux pour elle de voir sa mère comme ça. Et effectivement, à un moment donné, je lui dis, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et avec toute la culpabilité qu'il y a derrière, oh, ce serait quand même mieux qu'elle soit partie. Hein? Et finalement, je lui dis, mais oui, mais elle a quand même un traitement qui lui permet de maintenir sa fonction cardiaque, sa fonction rénale. Est-ce que vous pensez, en tant que personne de confiance, qu'elle aurait voulu qu'on arrête tous ces traitements-là pour que sa fin de vie se fasse et qu'on puisse l'accompagner et rentrer véritablement dans un accompagnement de fin de vie? Ah non, mais vous pouvez quand même pas me demander ça. D'accord? Donc c'est un petit peu, c'était pas audible pour cette personne-là de se dire, je peux intervenir pour dire, ah, je vais soulager peut-être ce que ma mère n'aurait jamais voulu vivre. Hein? Donc c'est pas toujours très audible cette histoire de finir sa vie, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette période-là. Et puis, il y a un élément qui me semble aussi important, c'est cette histoire d'autonomie. Hein? Cette histoire d'autonomie, de dépendance, ainsi de suite. J'aime bien faire cet exercice avec les professionnels, de leur demander c'est quoi le contraire de l'autonomie? À 100%, j'ai la dépendance, bien évidemment. Hein.
Il y a un biais là, il y a véritablement un biais. C'est-à-dire que ce qui prédomine dans nos préoccupations de soignants, c'est l'indépendance, c'est qu'elle puisse faire toute seule. D'accord? Mais il arrive un moment où elle ne peut plus faire toute seule. Par contre, qu'est-ce qu'il reste de sa prise de décision? Ça, c'est quand même fondamental. Hein? Qu'est-ce qui peut être, là encore, audible, entendable pour les aidants quand la personne ne peut plus faire? Qu'est-ce qui est possible d'entendre de ce qu'elle peut encore décider? D'accord? Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important de discuter en équipe. Qu'est-ce que est audible pour les aidants, que ce soit la famille ou que ce soit pour nous soignants? Alors finalement, on s'aperçoit que bien souvent, nos personnes âgées, elles sont dans la petite flèche en bas, là. Hein, c'est-à-dire dans ce carré de dépendance et d'hétéronomie. La dépendance, effectivement, je ne peux plus faire grand-chose. Et puis, eh ben, j'ai du mal à exprimer ce que je désire. Hein? Néanmoins, on peut parier que personne n'est véritablement hétéronome, totalement hétéronome. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle continue de penser, avec les moyens qu'elle a. Mais les moyens qu'elle a, qui lui restent, ce sont ses émotions, ses peurs, notamment, ses angoisses, ses anxiétés. C'est-à-dire que Madame Berzine, quand elle voit le brancard, il y a une émotion qui est là. Il y a quelque chose qui lui fait dire « Oh là là, ça c'est dangereux, ça. Ça me rappelle quelque chose. » Ça fait tilt dans sa tête. C'est ping-pong. C'est de l'instantanéité. Et là, nous sommes en difficulté. Parce que le refus de soins nous oblige à être dans l'instantanéité. Moi, soignant, comment je réagis là, ici et maintenant, face à une situation comme celle-là? Donc, tout ça, évidemment, ça doit être entendu. Et quand on est dans des situations comme ça, nous-mêmes, on est touchés émotionnellement par rapport à ça. Et bien souvent, nos émotions, eh bien, elles nous gênent. D'accord? Elles nous gênent. Et ce qui nous guette, bien souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un jugement moral qui peut arriver. Et ça, c'est un art, à mon avis, de pouvoir suspendre un petit peu ce jugement moral. Nous sommes dans une société bien pensante. Je n'oserais pas utiliser tous les mots qui peuvent se dire de la part des soignants quand quelqu'un s'oppose à ce qu'il veut, ou de façon plus ou moins, évidemment, agréable. Lundi, on me racontait cette histoire de ce monsieur qui refusait la toilette tous les matins, avec des mots très vulgaires, très obscènes, on va dire, hein, vis-à-vis de ses aides-soignantes. Pour X ou Y raison, ça se passait comme ça. Évidemment, le jugement moral, il arrive très vite dans ces situations-là. Hein? Allez, quel gros cochon. Hein? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Hein? Il s'agit effectivement, à un moment donné, de gérer ses propres émotions en évacuant avec notre propre jugement moral. Alors, c'est important de se dire que finalement, le refus, une parole, n'est pas un problème. Pas un problème, ce qui veut dire que finalement, chez le soignant, eh bien, ça le met en difficulté. Voilà, ça c'est clair. Le refus de soins met en difficulté bon nombre de soignants. Sur le sens de son travail, je suis là pour le bien de la personne et elle refuse que je lui donne ce qui est bien pour lui. D'accord ? Le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire « Oh, j'ai bien fait ce métier, c'est pas par hasard quand même que je suis soignant. » D'accord ? Je suis quand même quelqu'un qui se dévoue pour la souffrance de l'autre, pour affronter sa propre mort, pour affronter ses douleurs, ainsi de suite. Et je mérite bien d'être reconnu par rapport à ça. Et j'ai raison de demander à être reconnu par rapport à ça, bien évidemment. Sa générosité, sa sollicitude, effectivement, c'est une question importante. Hein. Et puis ses valeurs soignantes. Hein, je vous renvoie à un texte merveilleux de Raymond Gueb, que vous trouverez facilement sur Internet, qui s'appelle « Le paradigme soignant », qui est paru dans Perspective soignante numéro 33, où il explique véritablement la construction de toutes ces valeurs soignantes qui, depuis, je dirais, la préhistoire jusqu'à nos jours, et comment elles ont évolué. Hein. Et c'est important de se dire, finalement, quelles sont ces valeurs qui sont en moi.
Aujourd'hui, le courant humaniste est fort, important, mais voilà, il y a encore des petites choses anciennes qui peuvent venir un petit peu chatouiller tout le monde. Bon. Alors, si le refus n'est pas un problème, c'est quoi le problème? D'accord? Alors, la première chose, c'est une question essentielle pour mettre en place une analyse de la situation clinique. Ça veut dire que le refus de soins n'est qu'un symptôme, n'est qu'une observation clinique de quelque chose que la personne ne peut pas dire autrement. Elle ne peut pas l'exprimer autrement. D'accord? Alors, bien évidemment, ce qui veut dire que derrière, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse refuser des choses aussi simples que la toilette, que la douche, qu'un examen, qu'un pansement, qu'un médicament, que je ne sais quoi encore, hein, vous avez l'expérience pour voir de quoi je parle au quotidien. Hein. Alors, je me suis amusé un petit peu, enfin amusé, j'ai essayé de comprendre aussi qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière, et je vous fais quelques propositions de problèmes qui peuvent être à l'origine de ce refus de soins. La perte d'espoir, par exemple. C'est-à-dire que la médecine ne peut plus rien pour moi. À quoi bon continuer de vivre? Donc, bien souvent, qu'on abrège ma souffrance, soit avec une sédation, alors pour certains, il y a une demande d'euthanasie, hein, mais dans l'ensemble, voilà, faites quelque chose pour moi, quoi. Je ne veux plus souffrir, je n'ai pas d'espoir, vous ne pouvez pas me guérir, mon avenir ne peut pas être meilleur, d'accord? Et puis, parfois le sentiment d'impuissance, hein, chez ces personnes. Là, je vous parlais de ce monsieur qui était vulgaire dans ses propos. On sentait bien que ce monsieur qui va toujours tout diriger dans sa vie, surtout les bonnes femmes, pardon, eh bien, il se retrouve dans un EHPAD qu'avec des bonnes femmes. Donc, il a gardé cette habitude-là et il a besoin de décider. Donc, je ferai ma toilette quand je veux, comme je veux, et ne pas m'agacer plus que ça. D'accord? Donc, on peut avoir ce problème. On peut aussi avoir une détresse spirituelle, c'est-à-dire, ma vie n'a plus aucun sens. Et ça, qu'est-ce qu'on le rencontre en EHPAD? D'accord? Mais ça sert à quoi? Je suis une gêne pour vous. Je suis une gêne pour mes enfants. Hein? Je suis un poids pour vous. Hein? Ça, cette détresse spirituelle, eh bien, on la rencontre très fréquemment. Hein? Oh, puis parfois, il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir simplement de la douleur. Hein? Une douleur peut effectivement amener à un refus de soins. Hein? Et puis, simplement de la fatigue, une perte d'estime de soi. Hein? Je ne vaux plus grand-chose, c'est plus la peine de vous occuper de moi. Hein? D'accord? Cette perte d'élan vital, bien évidemment aussi. Et puis, si j'appuie sur le bon bouton, ça va aller mieux. Et puis, cet isolement social. Il n'y a plus personne autour de moi. Pour qui dois-je vivre? Hein? Qu'est-ce que j'ai comme échange, comme relation? Ah, j'ai bien les petites aides-soignantes. Je les aime bien, les petites aides-soignantes. D'accord? Heureusement qu'elles sont là. Hein? Heureusement qu'elles sont là. Et après, on peut voir des choses merveilleuses. Là, ce n'est pas du refus de soins. Au contraire, hein, cette dame qui a été hospitalisée pour un infarctus et qui, on nous appelle le lundi, puis on nous dit « Oh, est-ce que vous pourriez nous faire passer les vêtements? Parce que on pense que c'est les derniers instants de sa vie. » On nous rappelle le mardi, on dit « Ah non, mais elle va mieux, elle rentre demain. » Ok, bien, merci. Alors, c'est très inquiet avec l'aide-soignante. Je dis, écoute, on va l'accueillir tous les deux. On va aller voir un peu ce qui se passe, parce que là, je suis un peu inquiet quand même. Et puis finalement, la dame, elle arrive sur ses deux jambes. D'accord? Et pour elle, eh bien, mourir dans l'isolement social, c'était pas possible. Donc elle est rentrée. Effectivement, elle est allée jusqu'à sa chambre et elle a dit, ah, je suis bien contente d'être revenue chez moi. Le lendemain matin, nous la retrouvons morte. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une puissance là qui est quand même importante. Je refuse d'être hospitalisé et de mourir à l'hôpital. Et je trouve l'énergie pour rentrer chez moi. Bon, c'est une dame qui a toujours vécu toute seule. Bon, voilà, je ne vais pas vous raconter toute son histoire. Mais pour dire qu'il y a une certaine puissance quand même et qu'il est important de comprendre ce qui amène cette attitude-là de refus. Alors, bien maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Hein, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si le refus n'est pas un problème, quel est le problème de l'équipe? Alors,
une difficulté à penser une éthique de la dignité individuelle. C'est-à-dire, ah oui, cette éthique clinique au quotidien, au pied du lit de la personne, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Quelles sont les valeurs que l'on met en place? Quelle réflexion éthique on met en place? Hein? C'est pas de l'éthique de haute sphère, c'est une éthique appliquée au quotidien. Hein? Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, parce qu'il faut le travailler en équipe. Hein? Et puis, une difficulté à déterminer la présence d'une obstination déraisonnable. C'est vrai que c'est cette personne âgée. C'est compliqué de savoir quand est-ce qu'on rentre finalement dans la fin de vie. Bien souvent, on a rencontré des personnes qui étaient pas très très bien. On s'est dit, ah, ça va pas durer bien longtemps. D'accord? On va surveiller un peu les choses, mais ça va pas durer bien longtemps. 2 ans après, elles sont toujours là. Hein? D'accord? Hein? Mais c'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Néanmoins, c'est important à un moment donné de savoir où est le raisonnable dans cette affaire-là. Hein? Où est le raisonnable dans cette affaire-là? Alors, peut-être effectivement une difficulté à penser un juste soin, ensemble. Hein? Ce qui est important, c'est le mot ensemble. Et parce que ça touche tellement les émotions des uns et des autres, les repères des uns et des autres, les représentations des uns et des autres. Hein? Le côté affectif qui est vraiment pointe souvent le bout de son nez en EHPAD. Les durées de séjour sont assez longues. Il y a des petites choses qui se passent forcément. Et que, est-ce que je ne suis pas embarqué dans quelque chose comme ça, et que ma présence à l'autre est peut-être effectivement un peu manipulée quelque part par ce résident qui a l'art et la manière de toucher là où ça fait du bien. Hein? Voilà. Alors, la première chose dans cette notion de juste soin, c'est de bien percevoir ce qui s'exprime. Je sais que bien souvent, quand on parle de démarche de soins en soins infirmiers, on parle d'observation. Moi, je préfère parler de perception. Parce que l'observation n'existe pas en tant que telle. C'est ce que nous percevons chacun de notre place, notre singularité à nous de soignants, qui nous permet de dire « moi j'ai vu ça ». Et comment dans les équipes, on voit des fois des tensions, parce qu'il y en a un qui a perçu ça et l'autre qui a perçu autre chose. Mais ils ont tous les deux raison. Ils ont raison de leur place. À leur place, ils ont raison. Et on voit parfois la difficulté pour le monde judiciaire de corroborer des témoignages. Hein. Ils étaient au même endroit, ils n'ont pas aperçu la même chose. Et bien pourquoi un soignant ne serait pas confronté à la même situation? C'est-à-dire, moi je perçois en fonction de ce que je suis. Oh, il y a, je vais prendre 2 extrêmes parce que je les aime bien, mais vous avez pardon. Oui, ça va le faire. 3 extrêmes. L'infirmière hygiéniste, par exemple, qui rentre dans la chambre, qu'est-ce qu'elle voit en premier? En fonction de son regard, elle va voir le mouton qui est sous le lit. C'est la première chose qu'elle va voir. Par contre, l'infirmière qui est plus sensible à la relation, qu'est-ce qu'elle va voir? Ah, c'est la dame qui est toute triste ce matin. Tant pis pour le mouton qui est sous le lit, c'est pas ça qui est important. Mais les deux ont raison. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En tout cas, cette question de perception est importante. Merci, pardon. Et puis après, bien considérer la situation. Considérer, c'est quelque chose d'important. Il y a 3 notions dans considérer. Il y a considérer la situation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Ça, c'est une chose. D'accord? Mais avoir de la considération pour la personne que l'on soigne est aussi quelque chose d'important. Il ne peut pas y avoir de soins justes s'il n'y a pas de considération de l'humain qui est en face de moi. Et puis la 3e chose, eh bien, il doit y avoir de la considération pour le soignant que je suis. Je ne peux pas soigner correctement si je me suis dans une atmosphère où je ne me sens pas reconnu. Hein? On va accélérer un peu. Et puis, effectivement, après, il va y avoir la notion d'accompagner les différents acteurs, résidents, familles, soignants. On voit bien dans le refus de soins toute cette difficulté, comment perçoit la famille cette situation-là. Mais je ne veux pas que mamie s'en aille. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la laisse dans cette souffrance-là qui fait qu'aujourd'hui, elle est prête à être violente pour nous refuser une toilette? Hein? D'accord? Alors, pour conclure, je reviens sur cette question fondamentale. Hein. Pour qui et pourquoi la parole du résident importe-t-elle? Eh bien, c'est une question effectivement fondamentale. Et la réponse doit être inscrite dans le projet d'établissement. Je vous invite vraiment à vous asseoir autour d'une table et à poser cette question du refus de soins, à relever ce que c'est qu'un refus de soins, et de dire, et cette parole-là,
du malade, du résident, quel que soit l'établissement où on est. Comment nous, ensemble, on y répond? Comment je participe à l'élaboration du projet d'établissement dans lequel il est clairement défini une politique de prise en compte de ce refus de soins? Je vous remercie. Un grand merci, Serge, pour cette intervention et qui répond un peu à nos attentes d'organisateurs. Exister au travers d'un refus de soins, je redeviens une personne que vous devez entendre.